Donc bonjour, bienvenue officiellement à notre première période magistrale en B35 Hypermedia 2. On va regarder aujourd'hui le principe de JavaScript. Donc on va regarder les fondements du langage, ok, on fait un survol, toute la syntaxe, c'est la majorité des choses qu'on connaît, donc je vais survoler vite, là, je m'attends à ce qu'on sache c'est quoi un if, une book while, une book for, mais je vais porter des attentions particulières sur certaines particularités, sur certaines manières de faire qui sont un peu moins vues dans les autres langages, puis qui prend plus de place dans JavaScript. Fait que premièrement, on a ici les fundamentals à regarder. La question qu'on va se poser ensuite, c'est comment est-ce qu'on va faire pour exécuter ces différentes commandes-là. Donc, pour être capable de travailler avec du JavaScript pendant qu'on n'est pas en train de travailler avec rien d'autre, on va utiliser Node qu'on vient tout juste d'installer. Donc, il y a différentes manières de faire. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, la première, on peut avoir WebStorm qui va nous permettre de créer un projet de Node qui va être capable d'exécuter des fichiers de JavaScript. Fait que, à l'intérieur de WebStorm, hier, on avait fait un projet de React, mais aujourd'hui, on ne veut pas toucher à React tout de suite, on veut juste faire du JavaScript. Fait qu'on veut juste utiliser l'interpréteur. Donc, le principe ici, c'est que Node, c'est un interpréteur de JavaScript, ce qu'on appelle un runtime. Donc, ça permet de lui donner des fichiers de JavaScript, puis lui, il va les exécuter pour nous donner les résultats qui sortent de là. Fait que, pas de majuscule. Donc, j'y donne un nom quelconque. Je choisis Node.js comme type de projet. Puis, ça m'apporte cette fenêtre-ci. Donc, ça me montre un fichier de départ, mais nous autres, on n'en a pas besoin, là. Donc, ce coup-là, c'est pas mal moins long aussi que React, parce que j'ai pas besoin d'installer rien, parce que Node est déjà installé sur l'ordinateur. À partir de là, je peux aller dans le projet, on peut voir qu'il y a le fichier par défaut, on peut le laisser là, il n'y a pas rien de spécial avec lui. Nous, ce qu'on veut faire, c'est être capable de exécuter des fichiers de JavaScript. Fait qu'il va falloir s'en créer un nouveau pour être capable de l'exécuter. Fait que j'ai un new, je peux créer un fichier de type JavaScript. Puis à partir de là, j'ai un fichier. Par défaut, dans la majorité des projets de Node, le fichier par défaut s'appelle index.js. Donc, je réutilise cette nomenclature-là ici. Puis à partir de là, on va pouvoir écrire notre code en JavaScript. Fait qu'on va y aller avec notre classique Hello World. Hein, quand on apprend des nouveaux langages, quand on revient, on veut toujours savoir comment faire le Hello World. Donc, le Hello World, on a le console.log qui est comme le printf, le cout de JavaScript. Puis là, ce que je veux faire, c'est exécuter ce fichier-là. Donc, par défaut, puisque je viens tout juste de créer le fichier, je ne peux pas tout de suite l'exécuter en haut, mais je peux faire un clic droit sur le fichier lui-même. Puis, dans le clic droit, il va y avoir une option pour exécuter le fichier run index.js. Donc, on peut voir ici qu'il y a aussi un raccourci clavier que vous pouvez utiliser à votre convenance. Puis, à partir de là, on peut voir que j'ai cliqué sur le run, ça l'a fait le run, puis je peux même voir qu'il l'a pris en considération, puis maintenant, il est dans les choses que je peux faire facilement avec WebStorm. Donc, si je veux réexécuter, j'ai juste à recliquer ici sur le bouton play, puis ça réexécute le programme que j'ai déjà écrit. Donc, pour bien démontrer ça, je peux voir ici que les deux console log affichent bien à l'intérieur qu'est-ce que j'ai besoin. OK? Donc, on a ça de prête. On va utiliser ces deux-là ensemble. Donc, j'ai mon projet ici. Ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas besoin de mon navigateur de projet en ce moment, là. Je veux juste avoir le code puis avoir le contenu à l'intérieur.
Donc, je peux ici descendre l'onglet de projet, okay, pour faire ce que j'ai besoin. Ça, c'est juste une méthode, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui, puisque je vais réécrire plein de petits codes en même temps. Mais on a d'autres possibilités. Donc, vous avez vu qu'il y avait Node qui a été installé. Puis, si vous allez directement dans le... ici, je vais faire ça, je vais l'apporter du bon bord. Donc, si vous avez votre terminal, okay, de Node.js, vous pouvez aussi directement invoquer la commande de Node, puis aller directement dans l'interpréteur pour être capable d'exécuter des commandes en temps réel. Donc là, ici, ce qu'on avait, c'était un fichier qu'on allait exécuter, OK, étape par étape, ligne par ligne, instruction par instruction. Mais si j'ai besoin de quelque chose de plus dynamique, je peux directement appeler Node, puis il va y avoir, OK, l'interpréteur qui va s'activer. Puis à partir de là, je peux, OK, envoyer des instructions qui vont me donner des résultats prédéfinis. Bon, mon template n'est pas très bon, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on va y aller. Puis mettons que je veux une variable quelconque. OK. OK, je peux voir ici que je peux exécuter des instructions tour à tour dans le besoin. Puis, pour sortir de là, je peux faire CTRL-D. Donc, CTRL plus D pour sortir d'éléments. Mais cette fenêtre-là du terminal, en fait, on l'a de disponible à même WebStorm. Donc, on a ici différents onglets. On a vu l'onglet de projet qui était disponible. On a vu le fichier qui était disponible en haut. Ben, en bas, on avait l'onglet de notre exécution. On a des to-do dans notre code, des différents problèmes s'il y en a eu. Puis, on a aussi l'onglet terminal. Donc, dans l'onglet terminal, ça m'ouvre aussi un terminal dans lequel je peux invoquer la même commande, puis recommencer, okay, à refaire les instructions que j'ai données pour avoir les genres de réponses que je peux utiliser. Fait que je peux sortir du terminal à partir de là. Mais on a toujours, nous, ce qu'on va utiliser majoritairement du temps, c'est une interface. Fait que on va, une IDE. Fait qu'on va travailler là-dedans aujourd'hui. Fait que on a vu le principe du Hello World. Donc, si vous regardez ici les différents exemples, ça travaille à l'intérieur de scripts dans une page web, de qu'est-ce que vous avez vu auparavant. Là, nous autres, on s'élève un niveau au-dessus. On utilise un interpréteur spécifique juste pour faire ça. Donc, on n'utilisera pas les alerts. On va utiliser les console.log. Même principe que pour l'instant, on ne verra pas de HTML aujourd'hui. On va juste voir du JavaScript. Parfait avec ça. Vous allez voir aussi, parfois, ça parle de le mode useStrict. Donc, quelque chose qui est important de comprendre, puis quelque chose qui va dessiner beaucoup des décisions de JavaScript, c'est que JavaScript a été fait il y a très longtemps, puis pas mal sur le coin d'une table. Okay? Dans le sens que c'était un langage qui a été décidé pour le web sans vraiment avoir de comité. Okay? C'était juste une idée qui a vraiment pogné, puis que tout le monde a commencé à l'utiliser. Puis on s'est rendu compte que la manière que le langage avait été développé, c'était peut-être pas les meilleures manières de faire. Puis il y avait beaucoup de lacunes qui faisaient en sorte que c'était considérablement compliqué de faire des programmes complexes en JavaScript. Donc, avec le temps, on s'est rendu compte de ça, puis on s'est dit, OK, ben, on a des nouvelles révisions du langage, mais qui changent la manière que les choses, comment les choses fonctionnent. Fait qu'ils ont décidé d'utiliser un nouveau mode, qui est le mode strict, okay, qui va faire en sorte que le code va agir d'une manière moderne avec des nouvelles règles. Donc, vous allez peut-être voir l'utilisation de useStrict parfois dans votre vie, mais sachez que nous, tout ce qu'on va faire, c'est implicite dans toutes les librairies, puis dans tous les programmes qu'on va faire, c'est automatiquement ajouté. Okay? On n'a pas besoin de le voir, on va toujours être dans le mode moderne pour ne pas avoir des choses loufoques qui peuvent arriver. Donc, première chose, on va travailler avec des variables. Donc, le principe de variable, ça permet de stocker des données de certains types
pour être capable de déclarer une variable, j'ai le mot-clé let, OK, qui va être là. Ici, une autre affaire qui est intéressante en JavaScript, OK, c'est qu'on peut ou pas avoir des points-virgules à la fin de nos instructions. Donc, c'est un vestige de d'où vient le JavaScript. Donc, si tu mets les points-virgules, tout va bien. Si tu ne mets pas les points-virgules, ben, lui, il va essayer de trouver avec les fins de ligne où c'est que tu vas vouloir mettre les points-virgules. Donc, la majorité du temps, tu n'as pas besoin vraiment de mettre de points-virgules, mais à certains endroits, quand tu commences à avoir des choses qui sont sur plusieurs lignes, des fois, c'est utile d'avoir un point-virgule pour s'assurer qu'ils ne prennent pas la mauvaise décision puis qu'ils pensent que c'est quelque chose qui est à une autre place puis qu'ils commencent à essayer de découper des instructions qui sont supposées être mélangées ensemble. Donc, pour l'instant, vous allez voir, moi, je n'utilise pas de point-virgule, mais à un moment, je vais commencer à en mettre puis je vais mettre une petite pin pour dire « Hey, on est en train de faire ça ici, c'est important. » Donc, on est avec ça. Parfait. Oui, c'est normal. Donc, à partir de là, on peut avoir l'assignation, hein, qui peut se faire aussi directement à la déclaration. Ce n'est pas un problème. Donc, on a ici l'assignation, puis on peut ensuite faire l'affichage de la dite variable. Oups, c'était pas le bon piton que j'ai pesé ici. Ici, comme ça. Ouais. Donc, on a ici le hello qui apparaît. Quelque chose qui est important de comprendre, c'est que le JavaScript étant interprété, les variables sont faiblement typées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connaissance de quel type de variable je mets à l'intérieur. Donc, je peux commencer avec une variable qui est du texte, puis si ça m'enchante, je peux changer le contenu de la variable, puis avoir un élément qui est une valeur numérique. Puis, il n'y a pas de problème. Lui, ça ne fait pas un pli. Ce que vous avez pu voir, OK, c'est l'utilisation du mot-clé var. Donc, qui c'est ici là, qui pensait qu'en JavaScript, il fallait utiliser var pour déclarer des variables? Dans le premier cours qu'on a vu, moi, Mm-hmm. après je me suis renseignée et j'ai compris qu'on faisait de l'ancien JavaScript. C'est mal, c'est très mal. OK. Non mais c'est bien au moins, là, on sait qu'avec toi on va peut-être être en 2020. Oui, effectivement. Même 2021, là, c'est... Oups. Hein, c'est ça, hein? Donc, ici, le mot-clé var, c'est l'ancien mot-clé qui a des implications qui fait en sorte que à certains moments, tu peux avoir des bugs vraiment weird que tu ne sais pas pourquoi, à cause de la manière que les variables sont considérées entre les différentes fonctions et entre les différents fichiers avec var. Fait que, en gros, tu ne devrais jamais utiliser var. Ça se peut que tu vois du code de quelque part sur le web qui utilise var. OK? S'il marche, OK, tu le laisses de même. Mais le principe, c'est que quand tu écris du nouveau code, tu vas toujours utiliser le let pour être capable de représenter une nouvelle variable. Avec le let, c'est aussi un constructeur de variables qui est reconnu dans d'autres langages modernes. Puis, habituellement, avec le let, on en a un deuxième qui est le const. Donc, on va aussi avoir des constantes qui sont disponibles. Je ne sais pas si on en parle tout de suite. Ouais, ça. Les constantes qui sont disponibles avec le mot-clé const. Donc, c'est le même principe qu'une variable, c'est juste que tu l'assignes juste une fois, puis après ça, on ne peut pas la réassigner. Donc, ici, si je décide de faire un gentil const, habituellement, tu peux le mettre en majuscule pour... Mais c'est pas bouger, là. OK. Puis si j'essaie de la réassigner quelque part,
peux tout de suite voir qu'il y a une erreur. Hein, donc, l'interface de développement est capable de détecter les erreurs d'avance. OK? Donc, même si j'essaie de l'exécuter, ça va me dire hey, ici, à haute constante égale à 0, à ta ligne 10, tu ne peux pas assigner à une constante. OK? Donc, il est mécontent. On est capable de voir ça assez facilement ici. Fait que, on a maintenant le mot-clé let, le mot-clé const, qui nous permet de déclarer des variables et des constantes. Vous allez sûrement voir en tant que convention. Okay? Donc ici, le principe d'une convention, c'est que tout le monde fait la même chose. Comme ça, on n'est pas surpris quand ça arrive d'avoir des constantes en lettres majuscules seulement. Donc si vous voyez une variable qui est seulement en lettres majuscules, c'est facile et c'est une bonne idée d'assumer que c'est une constante. Donc inversement, ne commencez pas à écrire des variables qui sont en lettres majuscules parce que d'autres programmeurs vont penser que c'est une constante. Parfait. Ça, c'est bon pour les variables. Donc, le principe de base est là. On a déjà utilisé variables. C'est juste qu'en JavaScript, il faut utiliser let, il ne faut pas utiliser var, même si on peut utiliser var. Ensuite, on a les types de données. Donc, on a différents types de données. Quand on assigne à une variable, les informations, ils vont avoir un type. Donc, il y a différents types. Pour JavaScript, on a un seul type pour représenter les entiers et les nombres à points flottants ou les nombres fractionnaires. Donc, le type number va être utilisé autant pour les entiers que pour les nombres fractionnaires. Puis, lui gère derrière les rideaux, OK, la conversion de un à l'autre si on a besoin, puis il n'y a pas de trop de problèmes. Non seulement ça, on est capable d'avoir des valeurs numériques spéciales. OK? Donc, on est capable d'avoir 3 valeurs spéciales qui vont être l'infini positif, l'infini négatif et pas un nombre. Donc, quand on a une impossibilité de calcul, habituellement, ça va être not a number. Donc, quand on essaie, mettons, de faire 1 divisé par 0, ça va me donner l'infinité. Je peux littéralement écrire infinity, puis c'est considéré comme étant l'infinité positive. Puis quand j'ai quelque chose qui se peut pas, hein, donc j'essaie de diviser un mot en 2, ça va me retourner le nombre, not a number. Fait que si ça c'est quelque chose qui est très spécial à JavaScript, okay, parce que c'est pas parce que quelque chose est de type number qu'il y a une entité numérique à l'intérieur. Donc, il faut faire attention souvent avec la validation. Quand on a quelque chose de type number, il faut faire attention que c'est pas un not a number, que c'est pas de l'infini, ok, parce que sinon ça peut commencer à créer des problèmes en chaîne, puis faire en sorte qu'on ne se rend pas compte quand il y a un problème facilement. Deuxième type, moins propagé, mais il y a le big int. Okay? Donc, quand on utilise le number, on ne peut pas représenter des valeurs entières plus grandes que ça, okay? Qui est 2 à la 53 moins 1. Là. Donc, si tu as besoin de représenter des valeurs plus grandes que ça ou plus petites que la même version mais avec un négatif, il va falloir que tu utilises les big int. Donc, les big int sont seulement pour des entiers, par exemple. Tu ne peux pas avoir de valeurs fractionnaires. Les valeurs fractionnaires sont gérées à l'intérieur de number. Ce n'est pas un problème. Donc, on a ici les différents... les big int, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à des gros problèmes. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait tomber dessus. Ensuite, on a les chaînes de caractères. Donc, quand on travaille avec les chaînes de caractères, là, ici, on va voir qu'il y a beaucoup de flexibilité. Okay? Donc, JavaScript, en général, t'offre beaucoup de flexibilité dans ce que tu peux faire. Okay? Mais c'est un peu genre, ça te donne de la corde avec laquelle tu vas te pendre. Fait qu'il faut faire attention à toutes ces variables-là pour être capable de regarder notre code puis s'y retrouver facilement. Donc, quand on travaille avec les strings, il y a 3 manières de représenter les strings. Une première manière, en fait, les 2 premières manières, c'est juste des manières équivalentes. Okay? Donc, si j'utilise des
doubles guillemets ou des simples guillemets, je peux mettre une string à l'intérieur. Ici, ce que ça me permet de faire, c'est de facilement avoir des phrases qui vont contenir l'un des types de guillemets à l'intérieur sans avoir à faire trop de travail. Donc ici, si je fais une chaîne, on va faire un gentil let. OK, donc si j'avais besoin de mettre un apostrophe à l'intérieur, ben je peux tout simplement avoir le double guillemet autour, puis ça me permet d'avoir l'apostrophe sans casser les choses du fait que les guillemets simples, ça devient problématique. C'est comme si je générais une autre chaîne et ainsi de suite. Puis, dans le cas où c'est que tu as besoin d'avoir les deux ou une troisième méthode, on a le backtick. Donc, le backtick, c'est l'accent grave. Oups. Je suis pas capable d'écrire. Il faut que je clique là-dessus avant de faire ça. Merci. Donc, le backtick, OK, c'est l'accent grave que tu pèses dessus. Donc, dans les claviers anglophones, c'est le Python backtick, mais quand tu as un clavier francophone, comme j'imagine la majorité d'entre vous, c'est de peser sur l'accent grave. C'est ça qui fait le backtick. Qu'est-ce qui est intéressant dans le backtick? C'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle de l'extrapolation de chaîne, qui nous permet de mettre des variables à l'intérieur d'une manière facile. Fait que si j'ai besoin d'insérer, admettons, le texte qui était ici à l'intérieur de celui-là, ce que je peux utiliser, c'est je ferme le signe de dollar avec des accolades. OK? Puis après ça, l'instruction que je veux avoir à l'intérieur. Puis ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai le texte, puis ça me permet de facilement avoir quelque chose qui est évalué à l'instant immédiat, qui est rajouté à la chaîne, puis que je peux continuer après, normalement, comme si de rien n'était. Donc, c'est comme une espèce de en C là, du sprintf, là, donc un constructeur de chaîne qui est automatiquement intégré à même la syntaxe des chaînes en JavaScript. Ensuite, on a les valeurs booléennes, hein, donc vrai ou faux, ça va bien. On va revenir à comment peut être interprété d'autres valeurs quand je veux essayer que ça devienne une valeur booléenne, parce que ça devient assez complexe en JavaScript. Mais pour l'instant, ça peut être true, ça peut être false. Tu peux avoir littéralement les valeurs en texte, okay, avec pas de majuscule au début. Donc, c'est un type spécifique. Il faut faire attention, ce n'est pas du C. Okay, c'est pas des 0 puis des 1. C'est vraiment une valeur booléenne, c'est true ou c'est false. Ensuite, on a la possibilité d'avoir quelque chose qui est nul. Donc, un peu comme en Java ou dans d'autres langages orientés objets, on peut avoir quelque chose qui est nul. Puis, habituellement, nul, ça va être quelque chose qui va faire référence à un objet non existant. Okay? Donc, une référence nulle, c'est, je dis, ben, j'ai un objet qui fait référence, mais là, tu pointes sur rien, en fait. Donc, le principe de nul, c'est de dire, il n'y a rien à l'intérieur, c'est vide, ou comme il y a eu une perte d'information, on ne sait plus c'est quoi, c'est perdu. OK? Je ne suis pas capable de faire le lien qui est supposé être là. Mais en JavaScript, contrairement à la majorité des autres langages, on a une deuxième valeur spéciale, qui est la valeur undefined. Donc, la valeur undefined, comme nulle, n'est pas une représentation d'un autre type, c'est sa propre valeur unique. Puis le principe de undefined, c'est quelque chose qui a été déclaré, mais qui n'a pas eu d'assignation encore.
Donc, si je déclare n'importe quelle variable, je lui assigne rien. Puis après ça, je demande c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. Ça va me dire que c'est undefined. Fait qu'il faut faire attention, undefined et nul, c'est pas la même chose, sont pas égales. Puis, c'est pas utilisé pour les mêmes raisons. Hein? Donc, habituellement, quand je vais vouloir dire que moi, j'ai rien mis, ou on sait pas c'est quoi, ou c'est vide, je vais utiliser nul. Puis, habituellement, le undefined est laissé pour... Il y a vraiment eu un problème où c'est que j'ai comme oublié d'assigner la chose, ou la chose n'a pas été assignée correctement. Ça me permet de mieux identifier les différents problèmes. On a ensuite le type objet, okay, qui est un élément spécial là, de JavaScript, tellement qu'on va avoir son propre petit sujet là-dessus plus tard. Là. Fait qu'on va revenir là-dessus. Donc, il y a des objets. C'est pas exactement comme un langage orienté objet JavaScript, mais ça s'apparente beaucoup. Okay? Donc, on appelle ça que c'est un langage par prototype. Là, donc, c'est pas exactement comme un langage avec des classes puis des objets, même si JavaScript a des classes et des objets, il ne travaille pas exactement de la même manière. Fait qu'il faut faire un petit peu attention. Bon, on va revenir là-dessus. Finalement, on a le type of, hein, qui me permet de juste savoir c'est quoi le type de quelque chose, utilisé souvent quand on a besoin de savoir est-ce que ça existe, ou ben, c'est quoi le type de quelque chose dans une conditionnelle ou quelque chose comme ça. Fait que ça fait le tour des différents types. Ça va bien. On va commencer à aller dans la conversion de type. Donc, quand j'ai besoin de convertir quelque chose d'un type à un autre, j'ai les différentes fonctions avec les noms des types qui vont me permettre d'être utilisés pour faire la conversion. Fait que si j'ai besoin de transformer quelque chose en string, j'ai juste à le mettre à l'intérieur, puis ça va être converti en string à l'intérieur. Si j'ai besoin de faire une conversion numérique, je peux utiliser le number, okay? Ou si je fais n'importe quelle opération mathématique, ça va automatiquement être transformé en number. Donc ici, si j'ai la chaîne des caractères 6 que je divise par la chaîne des caractères 2, ça devient un 3 numérique. Si je veux forcer cette affaire-là, je peux utiliser la fonction qui est le nom du type, hein, number de value, puis ça me permet de le mettre à l'intérieur. Ici, il faut faire attention, c'est là qu'on commence à tomber dans les choses un petit peu weird. Donc, quand je fais des conversions numériques, si j'ai quelque chose qui est undefined, hein, parce que c'est son type à part, c'est une valeur spéciale, ça devient not a number. Si j'essaie de faire une conversion numérique de nul, ça devient un 0. Si j'essaie de faire une conversion numérique de true et de false, hein, les types booléens, ça devient 1 et 0. Puis, si c'est un string, ben, ça l'essaye de enlever les espaces. Si la chaîne est vide, ça me donne un 0. Puis, sinon, j'essaie de lire j'essaie de lire la chaîne pour le convertir en nombre, puis ça me donne ce nombre-là. Donc ici, il y a beaucoup de petites affaires là, qui semblent anodines, mais ça fait en sorte que ça peut causer des problèmes, okay, qui semblent weird, mais qui suivent les règles qu'on a présentées ici. Là. Fait que quelques exemples, si j'essaye de convertir ça en nombre, ça me permet d'enlever les espaces blancs qui viennent avec, okay, les deux white space. Ça ensuite regarde le restant, ça essaie de le convertir, ça dit parfait, ça donne un 2, 3. Si ça essaie de convertir ça, ben ça marche pas parce qu'il y a du texte à l'intérieur, c'est pas capable de le convertir, fait que ça devient not a number, puisque j'ai pas été capable de lire un nombre complet à l'intérieur de ça. Le true, le false, 1, 0. On a ensuite les conversions booléennes. Donc, dans les conversions booléennes, aussi, faut faire attention parce que puisqu'on a plein de types puis des valeurs spéciales, les conversions booléennes peuvent devenir problématiques. Donc, qu'est-ce qui est vide, okay, selon JavaScript, puis qui devient false, c'est des valeurs 0, une chaîne vide, la valeur nulle, la valeur undefined, la valeur number qui est not a number. Toutes ces affaires-là, ça devient false. Autrement, ça devient true.
Donc, faut faire attention. C'est si j'ai le string, donc contrairement à PHP, là, si j'ai le string 0, ça va être true parce que c'est pas une chaîne vide. C'est seulement la chaîne vide qui devient false. Même principe, si j'ai un espace, c'est considéré comme true parce que c'est pas vide. Fait qu'ici, même si la conversion de nombre, lui, enlevait les white space, la conversion booléenne, lui, enlève pas les white space. Pourquoi? Parce que... Donc, on n'a pas le choix. Il faut juste dealer avec toutes ces petites variations-là, puis être capable de travailler avec au fur et à mesure qu'on avance avec JavaScript. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les conversions? Je pense que c'est pas mal ça. Excellent. On va y aller avec les différents opérateurs. Donc ça ici, il ne devrait pas avoir trop de choses qui se passent là-dedans. Donc on a les opérateurs de mathématiques, hein, donc addition, soustraction, multiplication, division. Le restant de la division, hein, qui est le modulo. On a aussi la puissance avec le double étoile. Donc des fois c'est un chapeau dans d'autres langages, ça dépend. Là. Ici c'est un double étoile. Donc le restant de la division, c'est le modulo. Donc, ça arrive des fois qu'on a besoin de ça, mais c'est pas très spécial. Là, fait que je passerai pas trop de temps là-dessus. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que JavaScript nous permet de faire la concaténation de chaînes avec le plus. Donc, si j'ai deux chaînes que je veux concaténer ensemble et que ça devienne une méga chaîne, je peux utiliser le plus pour être capable de faire ça ici. Là, ça ici, c'est en contraste à un peu qu'est-ce qu'on vient de faire avec les backticks. Parce que là, tu peux me dire, ouais, mais là, pourquoi est-ce que j'utiliserais ça quand j'ai cette variation-là qui semble plus clean? Je suis complètement d'accord. Le principe ici, c'est que cette variation-là est arrivée plus tard. Donc, les chaînes de caractères avec les backticks, c'est arrivé plus tard dans la vie de JavaScript. Fait que on avait déjà la concaténation, on ne va pas l'enlever, fait qu'on est pogné avec pour ad vitam aeternam. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, concaténation avec le plus, ça va bien. Ça, c'est pas des choses qui devraient arriver. Donc, on a la préséance des opérateurs. C'est le même principe que qu'est-ce qu'on connaît de nos connaissances mathématiques. Donc, l'assignation, ça marche pas mal comme qu'est-ce qu'on connaît. On a l'élément à gauche qui va être la source du résultat, hein, donc, pardon, la destination du résultat d'assignation. On a le égal, on a une expression quelconque qui va être évaluée, donc on calcule qu'est-ce qui est à droite avant, puis c'est assigné par la suite dans la partie à gauche. Comment c'est, ça retourne une valeur, mais c'est pas quelque chose qui devrait vraiment arriver souvent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, oui. Est-ce que pour, par exemple, l'assignement, là, donc let x égale 2 fois 2 plus 1, on aurait pu rajouter plus entre crochets pourcentage? Ou est-ce que ça aurait pas, enfin, la concaténation n'aurait pas fonctionné? Oui, si tu aurais fait un plus puis pourcentage, mettons entre guillemets, je ne sais pas si c'est ça que ça va devenir une concaténation complète. Ah oui, j'ai dit crochet, oui, excuse-moi, ouais. Fait que si on l'essaye ici, puis tu me dis quelque chose de même, là. C'est ça que tu dis? Oui, exactement. Excellent. Fait que on peut l'essayer directement ici. Puis on peut voir ici que la dernière partie, hein, parce que lui, il va faire toute cette partie-là comme en priorité d'opération. Donc, il va faire la multiplication en premier, puis après ça, il y a deux additions. Fait que ça fait en sorte que lui, il va faire de gauche à droite dans ce cas-là. Fait qu'il va faire cette addition-là en premier, ça va me donner le nombre 5. Puis là, quand il va faire « Oh, il faut que j'additionne avec une chaîne de caractères », je vais convertir la partie numérique en chaîne de caractères. Donc, le 5 numérique devient une chaîne de caractères que le texte 5 à l'intérieur. Puis là, ça se concatène et ça devient 5%. Ok. Est-ce qu'on aurait pu aussi mettre une variable ou... Oui, totalement. Oui, donc, totalement. Okay, c'est bon. je peux ici mettre
la chaîne qui est aussi une chaîne de caractères, ça fait le même principe, où c'est que ça concatène la chaîne après les opérations mathématiques. Super, merci. Habituellement, par lisibilité, par exemple, tu ne laisseras pas ça de même, là, hein? Habituellement, tu vas au moins mettre des parenthèses autour de ça. C'est juste pour bien isoler la patente, là, pour pas avoir comme une surprise plus tard dans ton programme quand tu viens changer quelque chose rapidement puis que tu n'as comme pas toute la mécanique en tête. Mais Ok. C'est beau, merci. Parfait. On a la possibilité de faire ce qu'on appelle la modification sur place. OK? Donc, d'avoir des variations qui me permettent d'avoir, quand j'ai une variable qui est égale à la même variable, une opération avec une valeur, je peux tout simplement avoir une contraction de ça. Donc, c'est la même chose, OK, syntaxiquement. C'est ce qu'on appelle du syntactic sugar. Hein, ça fait juste faire en sorte qu'on peut écrire des choses un petit peu plus vite sans trop se casser le basic. On a aussi un autre outil qui est l'incrémentation sur place puis la décrémentation sur place. Donc, on peut faire le plus, le moins. OK? Puis, ça se passe avant ou après la variable pour dire que ça va se passer avant ou après le restant de l'instruction. C'est des choses que vous avez sûrement vues en C++, peut-être. Mais c'est pas mal juste ça. Habituellement, tu le mets sur sa ligne tout seul là, pour pas que ça soit trop compliqué. On a aussi toutes les opérations bit à bit, okay, avec le un seul et, le ou, le XOR, le NOT, mais c'est des opérations sur des bits en JavaScript. C'est pas quelque chose qu'on va souvent rencontrer, là, fait que c'est pas quelque chose que je vais porter une grande attention quand on va travailler. OK. Fait que là, ici, on va travailler avec les comparaisons. OK? Donc, les comparaisons, on a le plus grand, le plus petit, le plus grand égal, le plus petit ou égal. On a l'égalité pure. On a d'autres types d'égalité aussi. Donc, on a le pas égal, puis on va voir qu'on a d'autres types d'égalité de disponibles. On a l'assignation qui utilise le 1 seul égal, fait qu'on ne peut pas l'utiliser pour nos autres affaires, fait qu'on utilise le double égal pour l'égalité de base. Les résultats des comparaisons, ça va être un résultat booléen, OK? Donc ça va être vrai, ça va être faux. Donc après ça, on va avoir besoin, juste un instant. Pardon. OK. J'ai un chien qui est excité. Donc, on a ici les différentes comparaisons qui vont juste donner le vrai ou faux. On a la comparaison de chaîne qui est disponible aussi, qui va me permettre de travailler avec le plus grand et le plus petit. OK. Donc, on a la comparaison de chaîne, pardonnez-moi, qui va se faire, puis qui va regarder caractère par caractère, voir c'est lequel qui est plus grand dans l'ordre lexicographique. OK? Donc, Z, c'est plus grand que A, puis si on commence à regarder ici, ben, ça va regarder le G est pareil, le L est pareil, ça va regarder le O puis le E, là, il va dire, ah, OK, le O est plus loin lexicographiquement, donc c'est lui qui est plus grand que l'autre. OK? Donc, dès qu'on a plus de caractères aussi, il va avoir... oui. Est-ce qu'il va comparer comme les codes ASCII ou... Oui, en fait, derrière, il va faire une comparaison des codes ASCII. C'est pas mal ça qui va se passer, là. Fait que c'est ça qu'il va regarder. On va avoir ici des comparaisons de différents types. Okay? Donc,
il va toujours essayer de convertir ça en nombre. OK? Donc, il faut faire attention quand on fait les comparaisons. On essaie tout le temps que ce soit les mêmes types, mais si on veut, on peut faire une petite affaire rapide. Ici, point important. OK? On a une égalité qui fait quelque chose de funky à cause de ça. Donc, si je regarde ici l'exemple suivant. Si j'essaye de dire 0, est-ce que c'est égal à false? Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne true. Là, t'es comme, ça sonne pas correct, ça. Mais on vient tout juste de dire que quand on fait des comparaisons de différents types, fait qu'ici, on a une entité numérique, puis de ce bord-là, on a une entité de type booléenne, ben, il va convertir les deux en nombre. Fait que, ici, je vais avoir un 0 qui va être remplacé. Fait que ça va être 0 égale 0, donc c'est true. Hein? Même principe, si j'essaie de comparer d'autres choses qui vont toutes être converties à 0, ça va devenir problématique. Fait que là, la comparaison comme, ne fonctionne plus correctement pour tous les éléments qui peuvent être de différents types avec des équivalents. Qu'est-ce qu'on fait pour gérer ça? Donc, on a un autre comparaison possible. Puis, on avait le 1 égal pour l'assignation. Puis là, on s'est dit, on ne peut pas utiliser le 1 égal pour la comparaison d'égalité parce qu'on l'utilise déjà pour l'assignation. On va utiliser le 2 égal. Ben là, le 2 égal est déjà pris pour quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le 3 égal. Donc, le 3 égal va me permettre de faire une comparaison qu'on appelle stricte. Donc, la comparaison stricte va faire une première vérification avant de faire la comparaison, puis il va s'assurer que les deux valeurs à regarder sont de même type. Donc, si les deux valeurs ne sont pas de même type, il va automatiquement retourner false. Donc, ici, avec le triple égal, on a le 0 puis le false qui sont complètement différents. Okay? Donc, c'est ce qu'on veut bien travailler avec. Fait que, on a ici le null puis le undefined, hein, qu'il faut faire attention aussi, hein, parce qu'on a les types puis on a comme les valeurs spéciales qui peuvent être dans les variables. Quand on veut commencer à travailler avec ça, il va toujours falloir utiliser l'égalité stricte, parce que sinon, dès qu'on utilise l'égalité pas stricte là, ou faible, ben, on va avoir ici des comparaisons qui peuvent donner des choses un peu bizarres. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Donc, il faut toujours faire attention avec ces affaires-là. Donc, dès que ça peut être undefined ou null, on veut utiliser le triple égal, puis ça va nous sauver de tous nos problèmes. Mais, il faut se souvenir de ça, quand on a un bug bizarre, là, ça se peut que ça revienne à ça. Donc, on a les comparaisons. Ensuite, on commence avec les différents outils de gestion de code, donc le if. Donc, on a le principe du if. Hein? Donc, on a le if. On a entre parenthèses une expression qui est booléenne. Puis, ça va exécuter le résultat au besoin. Si on a besoin, puis habituellement, on va demander ça là, dans les règles de lisibilité. Là. Donc, dès qu'on a plus qu'une instruction, même si on en a juste une, en fait, on va avoir une accolade. Okay, qui va créer un bloc de code, puis on va mettre toutes les instructions à l'intérieur pour le résultat de cette opération-là, qui est fructueuse. Ici, il faut faire attention parce que la comparaison, OK, on avait vu ça, ben, c'est tout ce qui va être vrai. Mais on est capable de faire des choses un petit peu funky, puis qu'est-ce qui va devenir faux dans une condition? C'est tout ce qui est considéré comme étant 0 dans une conversion numérique. Fait que le nombre 0, lui-même, une chaîne vide, la valeur nulle, la valeur undefined, même not a number, toutes ces affaires-là, c'est considéré comme étant des falsies, okay? des valeurs faussoires. Donc, ça ne va pas déclencher le if. Si c'est aucune autre de ces valeurs-là, ben, c'est des valeurs qui sont véritissimes
qui vont déclencher le if. Donc ça, c'est quelque chose qui va sûrement vous causer au moins un bug durant la session, de se souvenir qu'il y a plein de possibilités autres que juste le false qui peut déclencher, qui peut ne pas déclencher une condition. C'est quelque chose qui va revenir puis qui est très spécifique à JavaScript. Donc, il n'y a pas d'autres langages qui fonctionnent comme ça. C'est vraiment juste JavaScript qui se sent spécial pour être capable de faire ça. Donc, avec le if, on a la possibilité d'avoir le else, donc avec un deuxième bloc de code. Ça, c'est pas mal standard. Puis, on a ici la possibilité d'avoir des else if à l'intérieur, qui peut en avoir un de 0 à un infinité. Puis, on a le else qui est le dernier, qui n'a pas de condition si toutes les autres ne fonctionnent pas. Donc, ça ici, je m'attends à ce que ça soit reconnu assez facilement. C'est juste de voir la syntaxe spécifique en JavaScript pour être capable de bien l'utiliser. On a un pattern souvent qui émerge quand on écrit du code qui ressemble à ça ici. Donc, je veux tester une condition, puis selon la condition, je veux assigner une valeur spécifique à une variable. Donc, on dit ici, si l'âge est plus grand que 18, je veux que le access allowed est à true, sinon je veux que ce soit false. Quand on a cette version-là, on peut avoir ce qu'on appelle l'opérateur conditionnel, qui va me permettre d'écrire ça d'une manière plus compacte. Donc, comment ça va marcher? On va avoir la condition tout seul, on va avoir l'opérateur de point d'interrogation, puis on va avoir la valeur à assigner si c'est vrai, puis la valeur à assigner si c'est faux. Fait que si on reprend l'exemple qui est ici, puis on le refait avec l'opérateur conditionnel, ça va ressembler à ça ici. Donc, j'assigne directement la valeur. Je dis, est-ce que c'est plus grand que 18? Si c'est plus grand que 18, je veux mettre true, sinon, je veux mettre false. OK? Donc, quand on a ce genre de pattern-là d'assignation, on va voir qu'on peut utiliser l'opérateur conditionnel pour être capable de faire ça. C'est beaucoup utilisé, cet opérateur-là, dans les librairies de React. Donc, on va voir de la manière qu'on construit nos interfaces, de décider est-ce que j'affiche le Python login ou le Python logout, dépendamment de si je suis en ce moment logged in ou pas. C'est le genre de choses qui se fait en une ligne avec l'opérateur conditionnel. On a la possibilité de les enchaîner, mais ça, c'est pas quelque chose qui va arriver trop souvent, fait que je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Puis ça, c'est pas pire avec tout ça. On a les opérateurs logiques. Donc, tous les opérateurs logiques utilisent pas les mots, utilisent les mêmes éléments qu'en C++ ou en C. Donc, les doubles barres verticales pour le OR, les doubles éperluettes pour le et le point d'exclamation pour l'inversion logique. Les opérateurs logiques en JavaScript, ils travaillent d'une manière vraiment weird. Donc, par défaut, ce qu'on pourrait penser, c'est que ça va regarder les deux barres d'une manière booléenne, puis ce qui devrait sortir de là, ça va seulement être vrai ou faux. C'est comme la prémisse qu'on connaît de toutes nos expériences de programmation, mais en JavaScript, détrompez-vous, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, c'est pas exactement comme ça. Si on a seulement des valeurs booléennes, directement, ça fonctionne exactement comme on pense. Fait que, c'est dès qu'un des deux barres est vrai, la réponse est true, et seulement si les deux sont faux, ça devient false. Mais on va avoir quelques petites chose intéressante qui vient avec ça. On va l'essayer ici. On va aller dans le terminal, on va marquer Node. J'ai dit on va marquer Node. Puis on va commencer à tester des... fait que si on fait... Non, mon doigt n'est pas à la bonne place sur mon... C'est pas le bon Python que je suis en train de peser. Je vais peser là-dessus. Donc, si on fait juste une comparaison directe, c'est pas un problème. Mais, admettons que j'ai quelque chose comme 45 ou false.
ça me retourne 45. Si je fais false ou 45, même, ou 83 ou allo, ça me retourne allo. Fait qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que ça fait l'opérateur ou en JavaScript à la place de me retourner seulement le vrai ou le faux directement? Ça me retourne la valeur elle-même qui était véritissime, comme on a parlé tantôt. Donc, le 45, ou le allo, c'était une chaîne de caractères non vide ou une entité numérique. Donc, ça l'a directement été capable de dire ça, c'était vrai. Fait que quand j'ai fait la comparaison, ça l'a directement dit, OK, ben, pas de trouble, c'est ça que je te retourne à la place de juste dire vrai. Fait que si tu mets ça dans un if, ça va quand même marcher parce que le 45 est quand même vrai. Mais ça nous donne quelques petits éléments, le fun, pour être capable de travailler avec. Donc, ça me permet d'aller chercher, quand j'ai les enchaînes, je vais pouvoir aller tester laquelle des valeurs était la première valeur qui était considérée comme vraie. Fait que si je commence, puis je mets A à 0, je mets B à nul, puis je mets C à salut. Puis là, j'écris A ou B ou C. Je peux voir qu'il passe au travers toutes les autres qui étaient faux. Puis à la fin, il va me sélectionner le premier dans la gang qui était vrai. Puis si j'en ai d'autres, qui sont vrais, il va quand même prendre le premier qui était considéré comme vrai. Donc ça me permet de utiliser comme si j'ai une liste puis je veux savoir lequel qui est le premier qui est le bon dans la gang, je peux utiliser ce genre de raccourci-là pour être capable de travailler avec. Mais ça veut dire que si tu es en train de débugger puis que tu mets dans une variable le résultat d'une comparaison avec un OR, puis là, tu es comme, pourquoi c'est une valeur? Là? Je m'attendrais à ce que ce soit vrai ou faux. Il faut que tu te rappelles que non, JavaScript, c'est un cousin bizarre qui ne travaille pas comme les autres, mais qui est capable de faire la majorité des mêmes choses, puis que les différentes valeurs des résultats de comparaison booléenne t'envoient pas du vrai ou faux, mais la valeur qui a été détectée comme étant la bonne chose. Même principe avec le « et », les doubles éperluettes. Quand on travaille directement avec des valeurs booléennes, c'est pas un problème, ça s'exécute exactement comme on penserait. Il faut que les deux soient vrais pour que ça soit vrai. Puis, si c'est un qui n'est pas le bon, ça ne marchera pas. Fait que le même principe, lui, va te retourner la première valeur qui a fait en sorte que ça a comme arrêté de considérer le restant du « et ». Fait que pour le « et », ça va être la première valeur qui était considérée comme étant fausse. Fait que si je commence puis je dis « 45 et chaîne vide et 353 et false », ben lui, il va tout simplement regarder, ah ben ici, j'ai vu une chaîne de caractères vides. Ça, c'est considéré comme étant fautiste. Donc, il appelle ça falsy en anglais. Là. Donc, on retourne cette chaîne de caractères vides sans problème en disant, c'est ça qui a fait arrêter le « et ». Parfait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On a l'inversion. Cela est pas mal... Oups. C'est moi qui fais du son comme ça. Non, j'ai... Est-ce que vous avez entendu un grichement il y a quelques instants ou... C'est moi. Ah, d'accord, d'accord. Parfait. C'est réglé. Tout va bien. On revient à nos petits moutons.
Donc, on a l'inversion booléenne qui me permet de juste faire l'inverse logique de quelque chose. Donc, c'est pas trop compliqué. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que des fois, j'ai besoin de convertir des choses en booléen. On peut utiliser rapidement le double « et » parce que ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le résultat de ça, ça va le convertir en vrai ou faux, ça va faire l'inversion, puis ça va refaire l'inversion, puis ça va te donner le résultat en booléen. Donc, il y a des choses drôles comme ça que tu peux faire en JavaScript. Il y a plein de petits trucs qui existent à travers qu'est-ce qu'on va faire, mais ce n'est pas des choses qu'on devrait tomber dessus avec React. On a le dernier opérateur qui est l'opérateur de coalescence, le double point d'interrogation. Donc ici, il faut faire attention, le double point d'interrogation, vous n'allez pas le voir trop souvent parce qu'il est quand même nouveau. Okay, ça date d'il y a 2-3 ans qu'il a été rajouté dans le langage, là. Donc JavaScript est en constante évolution, il y a tout le temps des nouvelles affaires qui sont rajoutées, donc il faut se garder à jour de savoir qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est le fun. Donc l'opérateur de coalescence permet de représenter cette opération-là. Donc, on regarde cette affaire-là, là, puis on sait tout ce qui se passe avec ça ici. Donc, on a ici, premièrement, bon, on a quelque chose qui est entre parenthèses. Pour l'instant, on va mettre ça de côté. J'ai ici un opérateur de point d'interrogation, un opérateur conditionnel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va regarder le résultat de ça. Si c'est vrai, ça va assigner ça. Puis, si c'est faux, ça va assigner ça ici. OK, c'est ça que ça implique. Qu'est-ce que ça regarde, ça ici? Donc, qu'est-ce que ça regarde ici? Ça regarde que A n'est pas nul et que A n'est pas non défini. Donc, le but ici, c'est de vérifier qu'il y a quelque chose d'intéressant dans A avant de regarder, OK, avant de dire c'est ça que j'assigne dans mon résultat. Si dans A, il n'y a pas quelque chose d'intéressant, je vais mettre B à la place. Donc, cette opération-là ici, qui est quand même considérablement longue, puis on va voir qui est extrêmement répétée dans la majorité des librairies de JavaScript, incluant React. Donc, à la place de devoir écrire ça à chaque fois, on peut le réduire en écrivant A, 2 points d'interrogation, point d'interrogation B. Fait que ça dit, mon résultat, j'assigne A, mais seulement si c'est pas nul, c'est pas undefined, sinon, j'assigne B. Fait que c'est juste de m'assurer quelque chose d'intéressant dans A, puis que j'assigne ça dans le résultat. Ici, la problématique, c'est que à cause de la vérification des différentes variables avec la véritissime puis la falsissime, avec les truths puis les falsies qui considèrent les guillemets vides, puis qui considèrent le 0, puis qui considèrent comme plein d'autres choses comme étant faux, ben c'est compliqué à faire, ça prend toute cette opération-là. OK? Fait que ça ici, ça me permet que même si j'ai un 0, la valeur 0 dans A, ça va quand même l'assigner à résultat, ce qui est pas facilement faisable sans avoir un paquet de texte comme ça ici. Donc, on a le principe de tout ça avec l'opérateur de coalescence. On va revenir, puis quand on va le revoir dans React, on va le réexpliquer pour être certain que ça rentre bien. Ensuite, on a les boucles while et les boucles for. Hein? Donc, boucle while, on a la boucle while bien standard, while, condition, c'est pas un problème. On a ensuite le do while, hein, qui va le faire une première fois avant de regarder la condition. Encore une fois, je m'attends à ce que ça soit bien reconnu. La boucle for avec une condition de départ, une condition qui est testée à chaque itération de la boucle et une incrémentation à la fin. Donc, très C++, très Java. Donc, tout ça, c'est des choses que je m'attends à ce qu'on soit bien familier avec. Puis, après ça, il y a des breaks, il y a des continues, mais ce n'est pas des choses qui sont trop souvent utilisées. Fait que pour les books, je m'attends à ce que ça aille quand même bien. On a aussi un switch case, okay, qui est comme le switch case en C++.
Donc, quand j'ai une variable, puis je vais avoir plusieurs variables possibles, je peux la regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui est intéressant avec le switch case, c'est que tu peux faire une égalité avec des valeurs textuelles. Ça fait une triple égalité. Fait que ça va faire la comparaison de chaînes de manière automatique. Fait qu'on a un switch case. C'est pas des choses qu'on voit super souvent anyway en programmation. On y va ensuite avec les fonctions. Donc, le principe de fonction, d'avoir un bloc de code qu'on peut répéter, c'est des choses qu'on connaît. Voyons voir comment est-ce qu'on appréhende ça à l'intérieur de JavaScript. Donc, on a le mot function, on a le nom de la fonction, on a des parenthèses dans lesquelles on va pouvoir mettre des paramètres, on a les accolades, puis on a ensuite à l'intérieur les différentes instructions. Fait que, pas rien de trop fancy ici. On a à l'intérieur les différents paramètres, tout ça, ça va bien. Donc, il n'y a pas rien de spécial. On peut avoir des variables locales. Okay? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en JavaScript, on peut facilement utiliser les variables qui sont à l'extérieur de la fonction, tant qu'ils sont dans le même fichier, tant qu'ils sont qu'on appelle dans le même contexte. Donc, je peux avoir une variable que je déclarais avant, je l'utilise, c'est pas un problème, c'est complètement fonctionnel, donc c'est un petit peu plus permissif que la majorité des langages, mettons, compilés que vous pourriez connaître. Dans les paramètres, tout ça, c'est des choses que c'est très direct. Donc, on a les différents noms des paramètres qu'on peut utiliser par la suite. Quand on appelle la dite fonction, on envoie la liste des paramètres. Tout ça, c'est comme d'habitude. Puisque c'est un langage interprété, on n'a pas besoin de mettre de type. Donc, il n'y a pas de type qui vient avec dans la déclaration de la fonction. Tout se fait directement. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on peut avoir des valeurs par défaut. Donc, je peux ici mettre un égal après le nom du paramètre, puis mettre une valeur par défaut. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si je n'assigne pas de paramètre dans l'appel de ma fonction, ça va automatiquement donner ce texte-là qui vient avec. Fait qu'on a le petit texte qui vient avec. C'est ce qui va se passer avec ça. Parfait. Parfait, parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On peut retourner des valeurs. Donc, on a le mot-clé return qui me permet de faire en sorte que ça retourne quelque chose. Quand je retourne quelque chose, je peux donc utiliser le résultat de l'appel pour assigner ça quelque part. Si je n'ai pas de retour, ben, ça va être undefined, le résultat qui va être retourné. Fait qu'il n'y a pas rien de fancy par rapport à qu'est-ce qu'on connaît. C'est pour ça que je passe rapidement pour celui-là. Ouais, parfait. Là, ici, c'est là qu'on tombe dans les nouvelles choses de JavaScript qui est peu reconnu dans d'autres langages. Donc, on va parler des fonctions comme étant des expressions. Ce que ça veut dire, ça, c'est que une fonction va pouvoir prendre la place de qu'est-ce qu'on connaît comme étant une expression. C'est quoi une expression? C'est habituellement qu'est-ce qu'il y a à droite du égal dans une assignation. Là. Quand je fais 5 plus 7, c'est une expression. Quand je fais 3 plus petit que x, c'est une expression. Donc, toutes ces affaires-là, c'est des expressions. Ben, en JavaScript, les fonctions peuvent aussi être des expressions. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça veut dire que si on fait un petit exemple, où c'est que j'ai une fonction. OK, on va l'appeler dire allô. Puis à l'intérieur, on fait un console log. Allô. Ensuite, on va faire un appel à cette fonction-là. OK. Donc, quand j'exécute ça, j'ai la fonction qui est établie ici. J'appelle la fonction. Quand je l'exécute, ça l'exécute, tout va bien. Si je dédouble ça, je peux réexécuter la fonction plusieurs fois. OK. Tout ça, ça devrait être de mise. Il n'y a rien qui devrait vous surprendre dans ce que je viens de faire.
Là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est là que tout change. À la place de décrire une fonction avec le mot-clé function, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la fonction directement, OK? Puis, à la place de dire le nom, je vais l'assigner à une variable. Fait que j'ai pas fait grand-chose de différent. Là, hein? Donc, j'ai enlevé le nom de la fonction. Okay? J'ai gardé toute la même description. Okay? Avec le function, avec les parenthèses, avec les accolades. Mais à la place d'avoir le nom de la fonction ici, je l'ai mis dans une variable que j'ai déclarée préalablement. Puis, si j'exécute ça, je peux voir que ça fonctionne toujours aussi bien. Okay? Donc, je peux mettre des fonctions dans des variables. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je peux copier une fonction. Juste en appelant son autre élément. Oups, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Il faudrait que j'écris le bon mot. Excellent. Donc ici, j'ai copié l'expression qui était ici, le résultat de cette expression-là, dans une autre variable. Puis j'ai pu invoquer cette variable-là comme si c'était une autre fonction, mais qui avait le même code à l'intérieur, puis que je peux activer comme j'ai besoin. Donc, en JavaScript, les fonctions peuvent être des expressions que je fais dandiner à gauche et à droite. On va voir que c'est vraiment utile quand on travaille avec React, puis on va revenir à cette affaire-là, mais juste avant de terminer, on va même y aller un niveau plus loin. Donc, on va voir que les fonctions en tant qu'expression, c'est quelque chose qu'on va utiliser à outrance avec React. Puis, en écrivant ça plein de fois, le monde qui ont créé JavaScript ont trouvé ça trop long. Ils se sont tannés. Fait qu'ils ont décidé d'avoir une syntaxe alternative qu'on appelle les arrow functions, donc les fonctions à flèche. Fait que le principe, c'est que quand j'ai une fonction en expression comme ça, je peux simplifier encore plus le texte en enlevant le mot function, puis en mettant une flèche à la place du mot function. Fait que on peut voir ici que la liste de paramètres reste disponible. Puis on a le même résultat. Puis en plus, avec cette syntaxe-là, si j'ai juste une instruction, je peux même faire fi des accolades. On aurait quelque chose, ultimement, dans le monde de JavaScript qui ressemblerait à ça. Donc, on a une fonction qui fait juste une instruction. Puis, ça, c'est une fonction que j'assigne dans cette variable-là. Je la copie dans une autre variable, puis je peux l'appeler 3 fois de suite pour exécuter Allo plein de fois. Donc, si les 10 dernières minutes là, sur les fonctions d'expression puis sur les fonctions à flèche, c'est pas clair, c'est normal. Donc, c'est comme la grosse nouvelle affaire qu'il va falloir bien assimiler dans le monde de JavaScript. Là, je voulais juste faire un premier survol. On va voir plus tard et au fur et à mesure la session, toutes les petites variations possibles qui viennent avec ça. Mais ça fait un peu le tour de qu'est-ce que je voulais voir majoritairement dans les fonctions de base. Dernière chose qu'on va aller regarder, après ça on va prendre une petite pause, ça va être juste les bases des objets. Donc les objets en JavaScript, c'est pas directement comme des objets en Java ou en C++. C'est plus comme des dictionnaires. Donc, le principe du dictionnaire, on se souvient, on a une clé, puis on a une valeur qui est associée à cette clé-là.
Puis un dictionnaire, c'est un amalgame de clés et de valeurs qui sont pairées ensemble, hein, des key value pairs, des paires de clés et valeurs. Ben, les objets, c'est des dictionnaires qu'on appelle des objets parce que c'est capable de faire un petit peu plus de choses dans la minutie, là, mais pas des affaires que vraiment nous autres on va voir. Déjà là, on peut voir qu'on peut avoir des expressions qui sont des fonctions, fait que sûrement que je peux mettre ça dans des key value pairs. Fait que déjà là, je peux faire des choses un petit peu plus funky que d'habitude. Mais le principe d'objet, c'est vraiment que c'est des clés et des valeurs. Fait que comment est-ce qu'on représente ça en JavaScript? On a notre let, hein, déclaration de quelque chose. On a le user. On a le égal, une assignation. Pour représenter que c'est un objet, on va utiliser les accolades. Okay? Donc, les accolades pour représenter les objets. À l'intérieur, on va avoir une liste, okay, avec des virgules, des différentes clés et des différentes valeurs. Donc, à partir de là, si je fais un console log de user, on peut voir que j'ai le user name John avec age 30. Une fois que j'ai un objet, okay, qui a différentes clés à l'intérieur, je peux aller chercher le contenu de la clé, okay, de différentes manières. Fait que je peux utiliser le point, hein, puis être capable d'aller chercher la valeur spécifique de cette propriété-là. Donc, je peux voir ici, j'ai le user, je fais point, je m'en vais chercher l'âge, c'est qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc, ça, encore une fois, ayant travaillé avec des langages à objets, je m'attends à ce que ça soit quand même de mise. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça, c'est complètement dynamique. Ça veut dire que je peux faire OK, contrairement à un langage à objet où c'est qu'il faut que tu définisses des classes, puis que les classes, c'est une forme très rigide des objets. Les objets en JavaScript sont complètement dynamiques. OK, je veux rajouter une propriété, j'ajoute la propriété, j'y assigne quelque chose de nouveau, paf, ça existe, c'est maintenant disponible, je peux maintenant y accéder sans problème. OK? Donc, en fait, c'est la force et la faiblesse de JavaScript parce que si j'écris quelque chose qu'il ne connaît pas, il va quand même le rouler, puis il va juste me donner undefined. Hein, parce que c'est juste pas défini. Mais là, il faut faire attention, ça n'a pas planté. Là. Ça veut dire qu'il aurait pu créer des variables, il aurait pu faire plein d'assignations, plein de modifications. C'est juste undefined, puis c'est comme si de rien n'était. Donc, ici, faire très attention au JavaScript. C'est très, très, très flexible. Okay? Ça va te laisser rouler pas mal n'importe quel code. Ça ne plantera pas. Mais quand c'est le temps de trouver l'erreur, par exemple, là, c'est là que ça devient compliqué. Qu'est-ce qui est intéressant avec les objets en JavaScript, c'est qu'il y a une deuxième méthode pour être capable d'aller chercher les différentes propriétés. Donc, on peut utiliser les brackets carrés avec une chaîne de caractères qui a le nom de la propriété pour aller chercher l'information. OK? Donc, à place du point, j'utilise des brackets carrés avec une chaîne de caractères qui a le nom de la propriété pour aller chercher. Là, je vous entends dire, OK, ben pourquoi je ferais ça? Là? On dirait que je fais juste rajouter des caractères pour être capable de faire ça. La raison, c'est que on peut être capable de faire des choses comme ça une fois qu'on a un élément qui est dynamique à l'intérieur. Donc, j'ai le user, je mets les crochets carrés pour dire que je m'en vais mettre une chaîne de caractères qui va être qu'est-ce que je vais aller chercher, mais la chaîne de caractères, c'est une variable. Avec ça, ça me permet d'aller chercher la bonne chose, puis si je change la variable elle-même, ça change la propriété qu'il faut aller chercher. Donc, avec ça, ça me permet de faire des choses qui sont assez intéressantes. Fait que ça, c'est juste le début des objets que je voulais voir avec vous. Dernière chose que je voulais regarder, c'est le principe de tableau, hein? Donc les arrays. Donc les tableaux, c'est juste des crochets carrés, ils sont complètement dynamiques, on peut aller les chercher par la suite.
il y a des méthodes qui viennent avec pour aller chercher les différentes tailles, mais ça travaille pas mal comme on penserait que les autres tableaux travaillent. Fait que c'est pas quelque chose que je vais porter une grande attention. On a des méthodes pour faire des push, mais on peut les rajouter facilement. Donc, c'est pas mal comme toutes les autres arrays qu'on aurait vu, mettons, un array list en Java. Ça s'apparente grandement. Donc, ça existe. On est capable de l'utiliser. Ça va bien. Parfait. Je pense qu'on est prêt pour une petite pause. Donc, on va se donner un petit peu de temps. Puis après ça, on va regarder qu'est-ce que vous avez à faire aujourd'hui. Donc, on va avoir un travail à faire sur GitHub. Donc, on va aller regarder comment aller chercher ce travail-là, comment le monter, puis comment déposer des fichiers avec Git, admettons avec l'interface de WebStorm d'aujourd'hui. Fait qu'on dit un retour à, mettons, 7h10 pour être capable de revenir avec tout ça. Donc, à tout de suite, tout le monde. Parfait. Fait qu'on est de retour. Donc, dans cette deuxième partie de cours, on va faire de la pratique. Donc, aujourd'hui, ça va être des exercices formatifs. Hein, ça veut dire que ça compte pas, là. OK, il n'y a pas rien à remettre aujourd'hui. On fait juste se pratiquer pour être certain d'être bien capable de performer dans nos premiers devoirs qui devraient commencer dès demain. Donc, le principe d'aujourd'hui, c'est de s'habituer à les pratiques courantes pour travailler avec le GitHub Classroom que je vais utiliser durant le restant de la session pour présenter les différents devoirs. Donc, je vais vous mettre un lien dans le chat qui va être un lien vers les exercices à faire. Puis, je vais faire par moi-même toute la série, un exercice dans la liste, là, juste pour vous démontrer un peu qu'est-ce qu'on s'attend à faire avec tout ça. Donc, le principe ici, c'est, on va mettre le lien dans le chat. Hop là. Puis, je vais suivre moi-même ce lien-là. Pour être capable d'accéder au lien, il faut avoir un compte sur GitHub que je vous ai demandé de faire hier. Donc, ça ne devrait pas être un problème. Donc, quand on va sur le lien, ça devrait te demander, OK, veux-tu accepter ce projet-là? Donc, le principe ici, c'est faut accepter le assignment. Puis, le principe ici, c'est que ça va créer automatiquement, OK, tous les éléments à l'intérieur. Donc, on va voir ici, ça dit que ça peut prendre jusqu'à quelques minutes pour faire la configuration du projet au besoin. Donc, on prend un petit peu de temps, on rafraîchit, puis on voit ici que c'est prêt à être exécuté. Donc, le but... Oui? Excusez-moi. Vas-y. Oui, en fait, c'est un peu flou pour moi. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde ou... Le texte ou le partage d'écran ou... Oui, le texte. Est-ce que c'est lisible pour d'autres personnes? Ou, Ouais, moi ça va. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres mondes pour qui c'est illisible? Fait que pour l'instant, ça semble être juste toi. Peut-être que tu n'as pas assez de bande passante pour voir ma vidéo. Dans le pire des cas, je vais envoyer des liens après sur le produit vidéo sur YouTube, puis sur Twitch, qui va pouvoir te faire revoir le projet, puis te laisser le télécharger ou le laisser passer de bande passante, mais je te dirais de regarder ça, voir c'est quoi ta bande passante courante, parce que c'est la majorité des cours qui vont se passer comme ça, donc ça peut devenir problématique. Est-ce que tu voyais correctement le restant des exemples que j'ai donnés aujourd'hui? Est-ce que c'est un nouveau problème ou... Non, c'était comme ça depuis le début.
OK. Fait que je te dirais de regarder ici la vitesse de demande passante, voir si tu as des problèmes de ce côté-là, parce que ça semble être juste de ton bord, puis c'est l'élément le plus typique de ce genre de problème-là, problème-là. Ok, c'est bon, merci. Puis aussi, quand tu parles, c'est très, très, très saccadé, ce qui est habituellement un autre indicateur que ta bande passante est peut-être pas assez grande pour voir la vidéo du cours. Okay. Donc, on revient à notre petit exercice de ce soir. On veut travailler avec GitHub Classroom. Donc, c'est un endroit où c'est qu'on peut, en gros, faire le versionnage de projets. Donc, le but de GitHub, de Git en général, le logiciel, puis de service de GitHub, c'est de pouvoir sauvegarder un projet à travers une équipe. Donc, si vous avez déjà travaillé en équipe, puis que vous avez travaillé sur un fichier ensemble plusieurs fois, vous avez déjà vu le principe de moi j'ai travaillé sur telle partie, toi tu as travaillé sur telle partie, comment on fait pour intégrer ça sans trop se casser la tête? Ben, c'est ce que Git essaye de faire. Donc, on va juste regarder un peu comment travailler de manière de base avec Git. Donc, d'être capable d'aller sur le site, de télécharger le projet dans ton environnement local et de faire une modification d'un fichier à l'intérieur de celui-ci. Donc, une fois que le repo est créé, le dépôt est créé en français, on peut cliquer sur le lien, puis ça nous apporte sur la page de GitHub qui représente qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le principe ici, c'est ces différents fichiers qu'il y a à l'intérieur de ce dossier-là. Puis, en ce moment, si on regarde, je ne sais pas si on peut juste voir, là, je ne l'ai pas assez gros, je veux juste ici. Donc, on a juste certains fichiers qui sont donnés, dont un qui est un README. Donc, habituellement, le README va être comme l'exemple qu'on veut avoir de facilement représenter. Donc, à partir de là, on va être capable de prendre ça puis de l'apporter dans WebStorm. Donc, pour être capable de faire ça, on va se créer un nouveau projet dans WebStorm. Donc, on va, pour l'instant, fermer cette partie-là. Puis, on va revenir dans l'onglet de base. Donc, quand tu crées des nouveaux projets, tu peux créer un nouveau projet de base, ou tu peux aller le chercher d'un VCS, un Version Control System. Donc, Git puis GitHub, c'est un des Version Control Systems possibles. Fait qu'on peut directement aller cliquer là-dessus, puis aller configurer ce qu'on a besoin. On peut voir ici que même, il est conscient que GitHub, ça existe. OK? Puis, je peux même faire un login via GitHub. Puis là, ça me donne un pop-up dans une page web là, que je ne veux pas vous montrer parce que je ne veux pas que ça montre des choses qui sont possiblement, mais c'est juste un login puis une autorisation. Fait qu'à partir de là, OK, c'est configuré sur mon compte. Puis là, ici, en fait, moi, il y a tous mes dépôts que j'ai faits pour depuis que j'utilise GitHub. Là, il y en a des centaines à ce point-ci. Je suis prolifique dans mes outils de programmation. Fait que moi, je vais faire une petite recherche, mais vous autres, il devrait en avoir juste quelques-uns ou juste un si vous venez tout juste de créer votre compte. Fait que je vais faire une recherche pour que ça me donne juste le mien, puis moi je l'avais appelé exercice JavaScript. Fait qu'une fois que tu as ça ici, tu peux faire ce qu'on appelle un clone. Donc le principe du clone, c'est que ça va le prendre du serveur, puis ça va l'apporter sur ton ordinateur personnel. Donc on a le clone. Puis à partir de là, on peut voir que ça l'a téléchargé les... oui, certainement. Mets ça en French. Vas-y. Donc, on peut voir que on a téléchargé les mêmes fichiers qu'on avait auparavant. OK? Puis, on peut voir ici un exemple d'un exercice. Hein? Donc, d'ici, je peux faire mon run. Puis, je peux voir que ça va exécuter ça dans ma fenêtre de commande. Donc, je suis capable d'exécuter différents fichiers. Donc, une fois qu'on a cet élément-là, on a le README. À l'intérieur, on a différentes questions. OK?
puis je veux répondre à toutes ces questions-là dans différents fichiers. OK? Donc, on a ici l'exemple. OK? Donc, une première question. Donc, je veux écrire un programme qui va additionner deux nombres ensemble, même pas besoin de faire d'input ici, je veux juste additionner deux nombres. Fait que le principe ici, c'est que j'ai déjà fait un fichier, mais je vais en faire un deuxième, là, juste pour bien représenter. Fait que je vais me créer un nouveau fichier en JavaScript. On va l'appeler exadd, mettons. Puis ici, déjà là, on voit que lui est conscient qu'on est en train d'utiliser Git. Puis il me demande, est-ce que je veux ajouter ce fichier-là pour qu'il soit géré par Git et GitHub? Fait que à ce point-ci, on peut faire add qui va me permettre de l'ajouter. OK, ça va bien. On peut voir ici qu'il y a un code de couleur qui va me permettre de gérer ces différents éléments-là. Donc, je vais faire ma fonction. Donc, comme j'avais fait de l'autre bord. Juste un petit exemple comme ça. Donc ici, le but de ces exercices-là, c'est vraiment juste de vous faire travailler avec les fonctionnalités de base de JavaScript, okay, de juste remémorer la syntaxe, okay, de retravailler un peu les algorithmes de base pour qu'on soit capable de bien faire ça dans le futur. Donc, je peux exécuter celui-là ici. Donc, je vais runner le exadd. Puis, je peux voir ici, oups, j'ai oublié de faire l'appel de ma fonction. OK. J'exécute ça, puis je peux voir que c'est bien le retour des deux qui a été additionné qui est affiché. OK. Donc, maintenant que j'ai cet outil-là, OK, de fait, j'ai créé un nouveau fichier, je l'ai créé localement. Donc là, ma prochaine étape, ça va être de prendre ce fichier-là, puis de l'envoyer dans mon repo sur Git. Hein? Donc, le principe ici, c'est que je veux revenir ici sur une page web. Hein? Donc, c'est une page web duquel on va pouvoir tous collaborer ensemble. Moi, je vais automatiquement être ajouté, puis je vais pouvoir voir qu'est-ce qui se passe sur cette page web-là. Puis, dans cette page web-là, on va avoir à rajouter ce fichier-là. Fait que là, pour être capable de travailler avec ça, on a un nouveau menu qui est apparu ici en haut à droite, là, pour travailler avec Git. Puis, on va créer les différents outils qui me permettent de travailler avec. Fait que le principe pour sauvegarder, parce que le principe de Git, c'est que il y a le fichier local, qu'est-ce que je peux voir qui est ouvert. On a un deuxième élément qui est la sauvegarde dans le projet Git. Donc, le fichier local, puis qu'est-ce qui est sauvegardé dans le projet, c'est pas directement relié. Il faut faire une étape pour comme dire, ça c'est la version que je veux qui soit sauvegardée dans mon projet. Puis une fois que ça va être sauvegardé dans mon projet, on va pouvoir envoyer ça sur GitHub, puis être capable de donner ça à tout le monde. Fait que quand on veut sauvegarder une modification dans Git, ça se fait en deux étapes. La première étape, ça va être de prendre mes modifications locales, puis de les committer. Donc, le mot-clé, c'est commit dans notre dépôt Git. Donc, on a un premier bouton qui est commit. Donc, quand je fais commit, on voit ici que ça nous ouvre un nouveau petit onglet qui me dit, voici qu'est-ce que je vais faire. Fait que je vais rajouter ce fichier-là. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé de mettre un message avec le commit. Fait ici, je vais dire, mettons, ajout, exercice, addition, deux nombres. On peut voir ici, j'ai deux options. Soit que je commit, ou je commit et je push. Donc là, on va le faire en une étape, juste pour bien démontrer les différentes fonctionnalités, mais tu vas pouvoir plus tard juste cliquer sur celui-là pour faire les deux étapes qu'on va faire à l'instant même. Donc, je vais faire commit. Là, ici, oui, j'ai jamais seté ça, là, fait qu'il va falloir setter ça une première fois. Hop là, et voilà. Donc, c'est commité. Une fois que c'est commité, donc là, je l'ai sauvé localement dans mon projet, il va falloir que je l'envoie sur le serveur. Donc, si je fais un rafraîchissement ici, là, de cette page-là, en ce moment, j'ai rien de nouveau encore. Là.
OK? Donc, je reviens par ici. Puis, mon deuxième bouton, donc le premier bouton vert, c'était le commit. Le deuxième bouton vert, c'était le push. Donc, le push va permettre d'envoyer les changements au serveur. Fait qu'on peut voir ici que ça part de notre master, donc on va voir le principe un petit peu plus tard, là. Mais c'est comme ton élément local, puis tu l'envoies à l'origine. Donc, l'origine, c'est GitHub. Fait que ça dit, ça va pusher ces affaires-là. Je clique sur push, puis en ce moment, c'est en train d'envoyer ces modifications-là sur le serveur. Et si je rafraîchis ici, je peux voir ici que j'ai le nouveau fichier qui a été rajouté sur le site web de GitHub avec les différents changements que j'ai faits. Si je veux modifier ce fichier-là, hein, donc si, admettons, je me dis, ben, j'aimerais peut-être avoir un petit commentaire dans la tête, là. OK. Ici, je pourrais dire que c'est un exemple d'appel. Hein? Fait que là, je suis comme, OK, il va falloir que je change ça. Fait que je vais faire un nouveau commit. Fait qu'on peut voir ici que ça détecte les changements. Je peux dire, OK, j'ai ajouté un commentaire dans... OK. Puis là, si je décide, je peux tout de suite faire le commit and push, hein, qui va tout de suite envoyer ma fenêtre de push. Donc, ça le sauvegarde localement. Puis après ça, ça l'envoie dans mon interface sur GitHub. Je peux voir que ça vient de pusher ici dans GitHub. Puis je peux voir, j'ai le dernier commit qui est là. Si je regarde, j'ai la dernière modification qui a été apportée. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est d'être capable de prendre ce projet-là, d'être capable de le mettre sur son ordinateur, d'être capable de faire quelques exercices. Donc, vous pouvez les choisir dans la liste, vous n'êtes même pas obligé de les faire dans l'ordre. Moi, ce que je veux être certain, c'est que d'ici demain, je veux que tout le monde ait réussi à travailler avec leur compte de GitHub, travailler avec leurs différents projet, d'être capable d'avoir modifié, rajouté un fichier, puis d'être capable de le voir sur GitHub. Donc, le principe ici, c'est qu'on va avoir un autre petit devoir, OK, à faire. Puis celui-là, ça va être juste de me dire le nom du site, le nom que GitHub vous a donné pour que je puisse aller voir qu'est-ce que vous avez fait. Donc, il faut juste me donner le texte là, de la chose. Fait que le principe ici, c'est que la seule chose que vous avez besoin à me donner, ça va être le site web, OK, qui va avoir ce qu'on appelle votre dépôt. OK? Donc, juste le lien de ça, ça va me permettre de voir qu'est-ce que vous avez fait. Fait que même principe qu'aujourd'hui, mais on se donne l'heure au complet demain. Là. Donc, demain, on commence le cours à 9h, mais la première heure va être utilisée pour le monde qui va s'avancer dans l'exercice. Si vous n'avez pas réussi à faire fonctionner les choses, moi, je vais vous interpeller pour s'assurer que tout est bon. Donc, il faut juste remettre le... du dépôt. Donc, comme je vous ai dit, la majorité des périodes est consacrée pour travailler. Hein? Donc, on va avoir le restant de la période d'aujourd'hui qui va être consacré pour travailler sur ces exercices-là. Encore une fois, j'ai enregistré la partie magistrale d'aujourd'hui, puis j'ai streamé sur Twitch toute la session. Donc, vous allez pouvoir regarder immédiatement qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour vous aider, pour voir sur quoi j'ai cliqué, comment ça s'est passé, refaire les différents exercices. Hugo? Oui. C'est quoi ton nom Twitch? Je vais mettre le lien dans le chat dans quelques instants. Ok, merci. Excellent. Hugo, excusez-moi.